So now I ask for your attention because we turn now to the girls. You will say, this is not very correct, is the way of speaking, but I'm very correct because I'm quoting our next speaker, Lina Ben-Meni, who has written a book, Tunisian Girl. So, in a way, this is really right. Sit down, please. I have to present you, and it is an enormous pleasure for me to do that. You know Lina perhaps as a cyber activist. She's also, you must know this, a teaching assistant of linguistics, so beware of her knowledge of Ferdinand de Saussure, I suppose. We could discuss it. But through her blog, A Tunisian Girl, she became one of the most prominent and courageous bloggers in the Arab world. Her strong criticism of the regime's repressions and the disclosure of photos and video footage showing the brutality of security forces during the uprisings made her the voice of the Jasmine Revolution. I could say a lot about her background and so forth, but what seems to be very important that in 2007, if I see right, you discovered the web and you joined the movement. Later she launched another blog, The Tunisian Girl, aforementioned, and from 2008 to 2009 she went to the United States to study and then teach Arabic at Tufts University in Massachusetts. Upon her return in Tunisia, she accepted a position as teaching assistant of linguistics at the University of Tunis. In May 2010, Lina Ben-Meni and her cyber activist friends already organized a peaceful demonstration against the government censorship of media via the internet. So that means some month before the events. When the uprising then started in December 2010, Lina Ben-Meni's blog became one of the most important sources of information for the Tunisians, but also international media. Still today, they are phoning the whole day. I hope you put it off your telephone, otherwise you can't do your talk. You have verified? I'm sure. She went to places like Sidi Bouzid and Kasserine and was one of the first to report about the atrocities committed there by the security forces. She published, and one thing that I still remember of this period, and I can't forget it, that security forces opened the prisons in order to let them out and to make some kind of destruction, trouble, chaos, producing chaos. I think that's a very strong and heavy crime to my understanding, if I see right. But you might talk about that later. She published pictures, videos on her blog to show the brutality of the police injuring and killing protesters and revealed the victims' identities. And I could go on to her visits to hospitals, families, victims, and all this represented on her blog. So social networks were used, and we have, meanwhile, a big discussion about the role the networks and the media played for the Jasmine Revolution. And the recognition was really impressive. A recognition last year in Bonn, she received a prize from the Deutsche Welle, and she was also nominated for the Nobel Prize. So the Bob's Blog Award by Deutsche Welle was in 2011. Get Connected is the English version, but the French one, the original, is Tunisian Girl, une blogueuse pour un printemps arabe. I have to recommend this small booklet, but it's wonderfully written, and perhaps you have the chance to get this wonderful writing that must also be translated into German. We yesterday met it's with Dumont, editor as the editor, and finally I would ask you to make your talk. We are very proud and feel very honored that you want to share your experiences with us to discuss and to see what we have to take from a lesson out of this. Does everybody who doesn't speak so much French and doesn't understand so much French have the English translation in hand?
Fine. So it's your turn, Delena. Bonsoir tout le monde. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence ici. Je voudrais adresser des remerciements spéciaux aux professeurs Werner Gebhardt et Rajesh Sakrani qui m'ont invité et permis d'être ici avec vous. Contrairement aux invités distingués qui ont parlé avant moi, je suis spécialiste ni en droit ni en sharia. Je suis tout simplement une Tunisienne qui rêve du meilleur pour son pays et pour le monde. Je suis une Tunisienne qui cherche toujours à obtenir et à accomplir sa citoyenneté qui lui a été volée à plusieurs reprises. Mon intervention sera brève. Je traiterai de la question d'une façon personnelle à travers mon vécu, mon quotidien et ma petite expérience d'une blogueuse qui a vécu la révolution sur le terrain. Je pense que c'est essentiellement parce que je suis née en Tunisie que je suis musulmane. En effet, j'aurais pu naître à Rome et être chrétienne, catholique, en Allemagne et être protestante, au Cambodge et être bouddhiste. Je veux dire par là que l'appartenance religieuse est souvent le produit du hasard et que seuls peu de gens sur notre terre ont véritablement choisi d'eux-mêmes d'être musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes ou animistes. Et en général, ceux qui ont eu la chance ou la malchance de choisir sont ceux qui sont passés d'une religion à une autre, ou à l'athéisme, ou d'un rite à un autre, d'une secte à une autre, d'une école à une autre, d'une confrérie à une autre au sein de la même religion. Dans la même logique, c'est essentiellement parce que je suis née musulmane tunisienne que j'appartiens au rite sunnite malikite dominant. J'aurais pu d'ailleurs appartenir au rite minoritaire ibadiste auquel appartient la famille de ma grand-mère paternelle. Si j'étais née en Arabie Saoudite, j'aurais été wahhabite. En Irak, j'aurais été peut-être chiite. Au Sénégal, j'aurais été tidjanite. Je vous ai raconté tout cela pour vous dire qu'à mon avis, la question de l'appartenance ou de l'identité, surtout quand elle est regardée du point de vue de la religion en particulier et du culturel en général, est à la fois simple et complexe. Et que pour beaucoup, elle est le fruit du hasard. Et c'est parce qu'elle est ainsi, me semble-t-il, qu'elle suscite tout cet engouement, tous ces débats, toutes ces controverses et même ces déchirements. Mais c'est là un aspect de notre débat que je ne ferai que frôler, pour ainsi dire, en espérant y trouver une sorte d'introduction à ce que je vais exprimer par rapport à ma position personnelle en tant que blogueuse, mais aussi et surtout en tant que citoyenne tunisienne pour ce qui est de la charia. D'autres sont mieux placés que moi pour traiter de la question de façon fondamentale et cognitive. Les différentes interventions que nous avons écoutées l'ont bien confirmé. J'avouerai tout d'abord que jusqu'à ces derniers mois, la question de la charia n'a jamais été pour moi parmi mes priorités. Je vivais ma religion dans la sérénité. Croyante, oui. Pratiquante, non. Je ne débattais de thèmes se rapportant à la religion ou à la charia qu'en des occasions tout à fait passagères, en parlant du hijab ou de l'observation du jeûne par exemple. Et quand avec d'autres blogueurs et blogueuses de mon pays, nous nous sommes mis à vouloir participer d'une manière ou d'une autre à l'éveil de notre peuple et à lever des boucliers contre la dictature, il était loin, très loin même de mon esprit qu'on allait se retrouver confronté à cette épineuse dualité, état civique, état religieux. Et c'est pour cela que j'ai eu, comme beaucoup d'autres, comme un sentiment d'échec, pour ne pas dire de désolation totale. Jeune, femme, éduquée, ouverte sur le monde et appartenant à une famille au sein de laquelle je ne me suis presque jamais sentie comme ayant un statut inférieur parce que femme. J'aspirais plutôt aux libertés collectives et individuelles dans leur sens humain, c'est-à-dire en tant que droit humain qui devrait être de tous les humains compte non tenu ni du genre, ni de la race, ni de la nation, ni du lieu de vie. Pardon, excusez.
Prenez un moment. Tout va bien. Pardon. Je ne me voyais pas diminuer, traité comme inférieur, obligé de me cacher pour vivre comme je l'entends. La révolution dont j'avais vécu pratiquement la plupart des péripéties et événements ne m'a fait en rien découvrir une revendication d'identité, de religion et de sacré. Nous revendiquions plutôt le droit au travail, l'équité sociale, le développement pour tous et pour toutes nos régions, et le droit d'être de véritables citoyens, en droit et en devoir. Le premier choc que j'ai eu à vivre en la matière, je l'ai vécu quand des gens, dont mon père d'ailleurs, ont été agressés, bousculés et gazés pour la simple raison qu'ils étaient allés voir un film qui était jugé par leur agresseur et leur commanditaire comme étant blasphématoire. Puis, les déceptions se sont succédées et les interrogations sont devenues de plus en plus douloureuses. Campagne contre les laïcs, les modernistes, les occidentalisés entre guillemets, les incroyants, les ennemis de l'islam, les ennemis de Dieu. Fausses querelles provoquées et ravivées de jour en jour, des illuminés venus nous islamiser, nous amener au droit chemin, des voix qui réclament la polygamie, le mariage coutumier et même la pédophilie. Des prêches qui nous ressortaient du fond des siècles l'excision en tant qu'obligation religieuse, des habits, des pratiques et des comportements qui nous désorientent et qui font parler certains de Tunistan. Puis, une Assemblée nationale constituante qui refuse aux femmes leur simple droit d'être les égales des hommes. Et je parle ici de l'article 28 qui parle de la complémentarité et non pas de l'égalité entre hommes et femmes. Et entre ceci et cela, des mosquées qu'on investit, qu'on occupe et qu'on détourne. Des mausolées qu'on démolit, qu'on dénature parce qu'ils ne correspondent pas aux préceptes de la charia. Mais de quelle charia s'agit-il en l'occurrence, bon Dieu? Personne ne veut répondre de façon claire et précise. Parce qu'en fait, à chacun sa charia. Dans l'histoire de l'islam, il y aurait plus de 135 écoles interprétant de façon plus ou moins différente la religion de l'islam. Alors, pour vous dire, messieurs, dames, la question de la charia, pour moi, est un leurre derrière lequel se cachent des mouvements, des partis et des individus qui ne rêvent que de pouvoir absolu, autoritaristes et obscurantistes. La charia est pour moi du vrai avec lequel on voudrait imposer du faux. Un opium par lequel on endort ou on enflamme la masse. La charia telle qu'entendue et clamée par ces gens qui se disent les seuls représentants de Dieu sur terre est un plongeon dans les ténèbres des temps révolus. Et alors, allez-vous me dire, eh bien, puisque je suis invitée à cette rencontre en tant que blogueuse, je vais répondre que nous, activistes de la blogosphère, porteurs d'idées d'humanité, de liberté, d'équité et de modernisme, nous n'avons devant nous qu'un seul choix, lutter. Pour notre droit d'être tous, hommes, femmes, de toutes les villes, de toutes les régions, quel que soit notre statut social, considérés comme des humains à part entière. Comme des citoyens qui doivent rendre mais aussi demander des comptes à leurs égaux. Cette lutte est la nôtre en tant que blogueurs, mais aussi en tant que jeunes, en tant que passionnés de la liberté, en tant qu'humains. J'en suis persuadée et je persiste dans ma conviction que nous arriverons bientôt dans un avenir proche à nous libérer, à vivre dans une société qui avance réellement et sûrement vers la démocratie et qui fait la part des choses entre les obligations et les devoirs des citoyens, d'une part, et entre les convictions religieuses, philosophiques et les choix de vie et culturels de tout individu, d'autre part. Merci.